C'est bon. C'est parti. Bon, Vous nous dites les gars quand c'est bon pour vous. Oh, c'est que super. parfait. Devant quelle caméra on fait le clap? Celle-ci? Non, on n'a pas de clap. Non, mais je peux le faire comme ça. Mais faites-le devant. Devant celle-ci qui est C'est ici. parti? C'est bon, c'est rapide. Ma mère. C'est bon, c'est bon. Bonsoir. Le collectif Terre-Neuve a eu la chance de vous accueillir aujourd'hui pour une première. On a développé un projet qui s'appelle le projet Café sans filtre, qui consiste à rencontrer des personnalités politiques locales sur la commune de Bègle. Et on a la chance de vous accueillir ce soir. Vous êtes le maire de Bègle. On va commencer par l'un de nos premiers sujets, le sujet qui concerne le local à Bègle, en particulier le projet d'urbanisation, la ville de Bègle. Ici au Terre-Neuve, Yves Farge a eu un projet en rue, projet d'urbanisation, et on aurait quelques questions à ce sujet. La première qui est de Nordine, c'est ça, il Oui. me semble. Donc moi j'ai une question à vous poser. Donc pourquoi ne pas avoir mis en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales lorsque le projet était mis en place? C'est d'abord un projet d'urbanisme. Donc la première chose qu'il fallait faire, c'est se rendre acquéreur des bâtiments qui sont autour de vous, qui appartenaient à l'armée. Et donc quand le président de la République, M. Chirac, en 1995, a décidé de réformer l'armée et notamment de se débarrasser d'un certain nombre de propriétés immobilières de l'armée, le CMM en faisait partie. Et donc je considérais, premier temps, c'était la première nécessité et la priorité, c'était de se dire on ne peut pas laisser en cœur de ville, à côté d'une cité, la cité Yves Farge, 10 bâtiments de 1000 m² chacun à l'abandon. Donc la première chose que nous avons faite, c'est de monter un dossier pour se rendre acquéreur de ces territoires et de lancer une opération de... Non, au départ, ce n'était pas une opération de renouvellement urbain. Au départ, c'était requalifier ce site qui était à l'abandon pour lui redonner vie. Et nous avons, parce qu'il y avait ce site et parce que je souhaitais que la cité Yves Farge puisse être désenclavée, puisqu'elle était enfermée entre un mur de béton qui protégeait le CMM, un mur d'échoppe sur l'avenue Alexis Capelle et puis le boulevard, l'idée c'était de la désenclaver. Donc on a lancé une opération de renouvellement urbain. Quand vous parlez de projet de territoire, ça n'existait pas à l'époque, ce que vous dites, c'est cet acronyme, mais nous avons, à cette époque, dès cette époque, avec Adel et le PLI, mis en place des outils. Notamment, nous avons été la première ville en France à mettre en œuvre la clause d'insertion en dehors de l'ANRU, puisque l'ANRU prévoyait qu'on mette en place la clause d'insertion. Et aujourd'hui, à Bègle, on a été imité par d'autres villes en France, nous avons été copiés, et tant mieux, pour les clauses d'insertion avec toutes les entreprises qui passent des marchés publics. Donc, par exemple, on a fait 72 000 heures, je crois, si ma mémoire est bonne, de clauses d'insertion sur le lycée Vaclav-Havel. Et il y en a autant sur la cité numérique. Il y a des clauses d'insertion. Absolument. Il suffit que vous alliez voir le pli qui est à 50 mètres de l'endroit où nous parlons pour que vous sachiez qu'il y a des clauses d'insertion qui sont mises en œuvre, y compris d'ailleurs sur la future ligne LGV. Mais ce que je souhaiterais, et c'est que, comme je suis président du PLI, c'est qu'on ouvre ces clauses d'insertion à des métiers auxquels on n'est pas habitué jusqu'à maintenant. Et jusqu'à maintenant, les clauses d'insertion, c'était surtout dans le bâtiment et les travaux. Et donc notre idée, c'est d'essayer de trouver des pistes, notamment vers le numérique, avec l'implantation de la cité numérique, parce que la plupart d'entre vous, de votre génération, vous êtes très familiarisés avec cet outil. C'est aussi de voir du côté des métiers de la santé et de l'accompagnement, puisque nous avons la chance, j'ai fait venir la Croix-Rouge qui a une école d'infirmières et de kinésithérapeutes, et c'est à ça que l'on travaille en collaboration avec la mission locale. Un exemple à Paris, le Simplon.co. Simplon.co, c'est une entreprise sociale qui a fait le pari de se dire, voilà, donc dans le numérique, on constate que
c'est souvent des enfants issus de classes sociales élevées qui travaillent dans ce secteur-là. Donc lui, il a fait le pari de se dire, voilà, moi je vais aller dans les banlieues et je vais, faire en sorte de former ces jeunes-là en 6 mois. Donc c'est des formes de bootcamp. Donc ils les forment au numérique. Oui. Donc ils leur permettent de coder. Donc le codage, Mais ça, il y a c'est le codage. Donc du coup, c'est quelque chose qu'on souhaiterait mettre en œuvre ici. On souhaiterait bien le voir en fait mettre en œuvre. Alors le problème, c'est que pour le mettre en œuvre, cette entreprise d'économie sociale et solidaire, en fait, c'est ça. Hein. Non, je ne la connais pas. Je crois avoir lu un article la concernant, mais ce n'est pas une initiative associative, c'est une initiative d'une entreprise, mais qui travaille avec les collectivités. Mais il faut qu'on trouve, il faut que l'on ait, moi je suis prêt à travailler avec des entreprises de ce secteur, si toutefois il y a quelqu'un qui vient avec les moyens. Comme vous l'avez dit, le numérique c'est l'avenir. Donc pour les jeunes, c'est là où on va créer de l'emploi pour plus tard. Donc du coup, c'est comment leur donner des outils pour apprendre à coder, pour faire une application, pour faire un site internet. Voilà, c'est indéniable. Ça, ce n'est pas le rôle d'une collectivité, bien sûr. C'est le rôle d'entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. Il faut que vous sachiez, ça peut vous intéresser, qu'à Bègles, on a beaucoup d'entreprises d'économie sociale et solidaire. Ce que j'ai créé, par exemple, avec Madame Joandé en 1995, qui s'appelait Profil Environnement, qui s'appelle maintenant Arsin Environnement, c'est typique d'une association d'insertion par les métiers de l'environnement. C'est de l'économie sociale et solidaire. Mais vous avez aussi beaucoup d'entreprises dans le rayon de Bègles qui sont dans ce secteur-là. Et vous pourriez d'ailleurs aller voir pour savoir comment ça se passe et quelles sont déjà les entreprises qui se sont installées dans ce secteur. Le directeur d'Arsin Environnement Service, qui s'appelle Arnaud Virion, et qui est le président de toutes les entreprises de l'association la fédération des entreprises des entreprises d'insertion, non pas les entreprises, de l'économie sociale et solidaire. Juste pour rebondir un petit peu sur l'insertion, parce que Karim aussi avait une question, ces structures qui ont été mises en place comme Adams qui fait de l'audiovisuel aujourd'hui, qui est une école d'audiovisuel sur les Terre-Neuve, ainsi que la Croix-Rouge qui est mise en place ici sur les Terre-Neuve, est-ce que ce sont des structures qui mettent en place des formations pour les jeunes? Je ne peux pas vous dire, d'abord Adams et 3IS ne sont pas des entreprises d'insertion, ce sont des entreprises privées, qui sont des écoles privées. Adams n'existe plus, puisqu'il a été racheté par 3IS. La Croix-Rouge, attendez, la Croix-Rouge n'est pas une entreprise d'insertion. On peut, avec nos outils qui ont été mis en place et qui sont financés, comme le PLI ou ADEL, ou comme la mission locale à laquelle on participe, regarder avec ces entreprises ce que l'on peut faire en termes d'insertion. Encore faut-il que ces entreprises acceptent la logique de l'insertion. Et comme c'est de l'économie privée, une collectivité ne peut pas les forcer à le faire. Ces entreprises dessus, absolument aucune. Ces entreprises qui sont installées sur les Terre-Neuves ne sont pas à destination du public ivofargien qui habitait là, puisque ce public peut-être est un public qui a besoin d'une dynamique d'insertion, peut-être pour intégrer un pôle économique et des entreprises. Donc le pôle économique qui est mis en place sur les Terre-Neuves n'est pas à destination. Alors le rôle que vous pouvez faire, mais c'est à la destination de tout le monde, et je ne suis pas d'accord pour dire qu'une entreprise qui s'installe sur les Terre-Neuves doit d'abord s'adresser aux habitants des Terre-Neuves. Elle s'adresse à tout le monde. Donc le problème n'est pas le problème de cette entreprise, c'est le problème de la formation, de la qualification des jeunes, des décrocheurs, de ceux qui ont abandonné. Donc le rôle d'une association comme la vôtre, c'est justement d'être des facilitateurs, c'est d'aller voir ces entreprises, de leur dire voilà ce qui nous sommes, voilà ce que nous voudrions favoriser, de les mettre en contact avec des jeunes qui sont intéressés. C'est ce que nous avons fait à une certaine époque, mais on a été obligé d'abandonner parce que les jeunes ne venaient pas. On a fait des cafés de rencontres avec des entreprises, et quand vous avez peu de jeunes qui viennent, au bout d'un moment, les entreprises ne viennent plus. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait que vous n'avez pas eu de jeunes qui aient pu venir, justement? Parce que, par exemple, quand on demandait à des jeunes de venir à 9h du matin, s'ils se lèvent à 11h du matin, c'est un peu compliqué. C'est ce qui s'est passé pour certains d'entre eux. Vous pensez que c'était uniquement dû à ça Je pense, oui, beaucoup, parce que je pense qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour que les liens s'établissent. Et alors ça a marché avec certains, oui. Qui se sont très volontiers, qui ont compris l'intérêt d'entrer dans ces dispositifs et qui s'en sont sortis avec des sorties positives. Et puis il y a ceux qui disaient on va y aller,
Et puis, il y a un problème de démarche. Donc, si vous voulez, le problème, c'est pas d'accuser les jeunes parce qu'ils font pas la démarche, c'est de comprendre pourquoi, à partir d'un moment, chez certains d'entre eux, je parle pas de vous parce que vous êtes complètement... pourquoi à un moment donné, il y a un blocage? Et il y a des jeunes qui, effectivement, sont bloqués dans leur tête. Et au moment de faire la démarche et de rencontrer d'autres gens, ils ne le font pas. Peut-être que votre association peut contribuer à jouer ce rôle. Parce qu'ils vous connaissent, ils vous font confiance et que vous les ameniez vers ces dispositifs. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit par rapport aux entreprises privées. J'ai pu voir sur le site de la mairie que lorsque vous avez fait une sorte d'appel d'offres pour faire venir des entreprises pour qu'elles puissent s'installer plus facilement dans la cité des Terre-Neuve, vous avez mis en place une politique fiscale pas du tout. Non. Qui visait à défiscaliser durant 5 ans. Pas du tout. Il n'y a aucune entreprise ici qui est défiscalisée pendant 5 ans. Ici, c'est pas une entreprise. Ici, c'est pas une zone franche. On a restructuré des bâtiments et puis on a fixé des prix au mètre carré. Et ceux qui ont voulu acheter au prix au mètre carré, ils ont acheté. Sur votre site, dans ce cas-là, quand on va sur votre site, lorsqu'on lit que pour les entreprises qui sont sur les zones sensibles des Terre-Neuve, c'est-à-dire Yves-Farge, Maurice Torres... Donc, qui sont en quartier politique de la ville. Voilà. Elles bénéficient... La zone franche urbaine. Non, c'est pas une zone franche urbaine, une zone sensible, ça n'a rien à voir. Une zone franche urbaine, c'est des avantages fiscaux énormes. Elle bénéficie de certains avantages fiscaux, comme l'ensemble des entreprises qui s'installent sur les zones sensibles. Mais pour ce qui concerne... Pourquoi ne pas faire une politique similaire par rapport à l'insertion des jeunes dans ces entreprises? Et qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous, on n'est pas... Mais si vous voulez, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'une collectivité ne peut pas se substituer à un chef d'entreprise. Donc vous avez des entreprises qui sont ouvertes à l'insertion et qui le font. Donc on a des entreprises comme Astria, on a même eu la Croix-Rouge qui l'a fait. Un certain nombre d'entreprises, je n'ai pas la liste ici, mais il y en a plein. Mais nous, notre boulot à nous, avec les outils qu'on a mis en place et que l'on finance, je pense en particulier au PLI, on va voir ces entreprises pour les inciter à le faire, mais quand elles ne veulent pas le faire, on ne peut pas non plus les forcer. Et elles n'ont pas d'obligation. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Elles n'ont pas d'obligation, parce que d'abord, leurs exonérations fiscales sont sur une très courte durée. Elles n'ont pas d'obligation de s'engager dans des politiques d'insertion si elles ne veulent pas le faire. Merci, monsieur le maire. Je clôt le débat sur ce sujet. Je reviens juste un petit peu, nous on a fait un constat de terrain en tout cas qui concerne les Terre-Neuve. On pense que la problématique liée aux jeunes dont vous parlez, qui sont en général en marge de ces institutions, et les institutions que vous mettez en place comme le BT Emploi, comme le service jeunesse ou le centre social, ce sont des structures qui sont très intéressantes mais qui peut-être ont beaucoup de difficultés à toucher un public qu'on appelle les publics oubliés ou les NEET, ces publics qui sont un peu isolés, qui sont en marge de ces institutions. Nous on pense que c'est lié à ça. Peut-être que vous proposez des choses au BT Emploi et au PLI qui sont intéressants via l'insertion. Et quel est le relais aujourd'hui de ces institutions pour mettre ces jeunes-là dans ces institutions et qu'ils puissent bénéficier des dispositifs? Eh bien, vous avez une réponse facile avec votre association qui peut servir de relais si vous voulez le faire. Sinon, le relais qu'on a, c'est les personnels qui travaillent. Vous connaissez Nathalie Anquetil au service emploi, un certain nombre de référentes qui sont en lien direct. On a des référents entreprises qui vont vers les entreprises. Certaines répondent favorablement et font des efforts, d'autres ne le font pas. Mais on est en lien avec les entreprises, oui, bien sûr. L'idée, pour moi, c'est vraiment... Alors, Célim, il y a beaucoup de jeunes qui, en fait... Et tant mieux, c'est une majorité de jeunes, je pense, sont prêts à entrer dans des dispositifs parce que leur volonté, c'est de trouver du boulot, c'est de vivre décemment, c'est de fonder une famille à terme. Ceux dont vous parlez, c'est une minorité. C'est ceux-là qui sont les plus difficiles à trouver. Qui sont les plus difficiles, on les connaît. C'est les plus difficiles à aller chercher. Et c'est vrai que quand vous avez des jeunes qui ont décroché depuis un moment et qui sont dans une situation... comment dire, un peu de haine, de haine de tout ce qui représente les institutions, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Une perte de confiance. Oui, bien sûr, c'est une perte de confiance en eux-mêmes d'abord, et dans les institutions par voie de conséquence.
Très intéressant, merci. J'aimerais juste qu'on aborde un petit peu le sujet de l'après-Mamère, comme on a appelé ça. Oui. Nous, on a appris que vous succédez votre poste à monsieur, en tout cas monsieur Rossignol, prochainement sur Bègles. Pourquoi ce choix? Alors, les choses ne vont pas se faire exactement comme vous le dites parce qu'elles ne seraient pas très démocratiques. La démocratie veut que quand un maire démissionne, ce qui va être mon cas, et je vais vous expliquer pourquoi, et pourquoi je renonce aussi à la députation, et pour quelles raisons, et pour laisser la place à qui, j'ai proposé à ma majorité municipale, nous sommes 35 élus, 28 dans la majorité, 2 d'extrême droite, 2 de droite et 3, on va dire, du front de gauche. Cette décision concerne évidemment les 28, c'est-à-dire ma majorité. Donc j'ai proposé que ce soit Clément Rossignol-Puech. Mais il n'est pas encore élu maire, parce qu'il faut que je le propose à la majorité municipale le jour où je démissionne. Alors, je ne peux pas vous répondre uniquement sur Clément, parce qu'il faut que je vous réponde aussi sur Naïma. J'ai décidé, comment dire, je ne suis pas malade, je ne suis pas chassé par les électeurs, j'ai été réélu député au premier tour, j'ai été réélu maire au premier tour. J'ai toujours beaucoup envie de m'impliquer dans la vie politique, parce que nous sommes dans une période où il ne faut surtout pas céder, et on va en parler, mais je considère qu'à un moment donné, il faut savoir passer le relais. Je suis maire de Bègles depuis 28 ans. Donc vous étiez bébé quand j'ai été élu maire. Je suis né en 88, il est né en 89. Voilà. Donc je vous ai connu tout petit. Je suis député depuis 20 ans, c'est-à-dire depuis 4 mandats. Et j'ai une suppléante qui s'appelle Naïma Charaï, qui est ma suppléante depuis 2 mandats, qui est une femme de terrain, qui est compétente, qui avait beaucoup de difficultés à être acceptée par l'appareil du Parti socialiste. C'est une femme qui, comme son nom l'indique, vient de la diversité. Je pense que que les femmes sont sous-représentées à l'Assemblée nationale, et celles qui viennent de la diversité, c'est encore pire. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, voilà, je ne serai pas candidat, mais je veux que ce soit Naïma Charaï. Et j'ai fini par l'imposer au Parti socialiste, et j'en suis très content. Et j'ai même accepté, à sa demande, d'être son suppléant pour lui donner encore plus de chances de gagner. Et comme je suis maire depuis 28 ans, j'ai pensé qu'il fallait également passer la main à Clément Rossignol et à toute l'équipe qui reste la même, hein, bien sûr, pour leur permettre de préparer dans de bonnes conditions l'échéance de 2020. Et si vous voulez, je pense que le personnel politique français, d'abord, n'est pas le reflet de la diversité sociale de ce pays, nous le voyons bien. Ce sont des hommes, souvent avec des cheveux blancs, moyenne d'âge 55 ans, très peu de représentants des diverses composantes de notre société. Si moi, je peux contribuer au renouvellement politique et au fait que la diversité sociale soit mieux représentée à l'Assemblée, j'aurais fait mon boulot. Juste rapidement, M. Rossignol est un membre du parti Europe Écologie des Verts. Absolument. Et c'est un choix politique, alors... Oui, bien sûr. D'accord, très bien. C'est un choix politique parce que, si vous voulez, je suis un adepte de la diversité, de la biodiversité, mais aussi de la diversité politique. Et le Parti socialiste ne peut pas me dire « nous avons le conseiller départemental », nous allons avoir la députée, et me dire nous voulons aussi la mairie. Donc je pense qu'à un certain moment, il faut qu'ils acceptent qu'il y ait une certaine diversité politique. Oui, en plus. J'ai une question. Pourquoi tu es resté 28 ans maire de Bègles? Parce que je me suis passionné pour ma ville et je n'ai pas vu passer le temps. Je crois avoir contribué à la faire évoluer, à respecter son identité. Vous êtes satisfait de votre mandat, hein? C'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi de le dire, mais quand je me retourne, je rougis pas trop, ça va. J'ai pas trop de honte. Et qu'est-ce qui, sur quel point vous auriez aimé revenir si vous aviez l'occasion de retoucher certains points durant votre mandat? Qu'est-ce que vous auriez refait autrement? Oh, il y a sans doute plein de choses qu'on pourrait faire autrement. Le plus gros? Je sais pas, vous savez, ce qui est le plus important dans la gestion d'un maire, en tout cas c'est mon avis, c'est moins ce qui se voit que ce qui ne se voit pas. C'est-à-dire comment j'ai pu contribuer à transformer la vie des gens, comment j'ai pu faire en sorte que les gens se sentent libres, respectés, responsables, respectés pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils représentent. Comment j'ai pu faire en sorte que à Bègles on poursuive cette identité qui
dont je suis l'héritier. Hein, c'est des conquêtes ouvrières, des conquêtes sociales très importantes. Et comment ne pas les effacer, comment garder ça aussi. Voilà, donc il y a des choses dans lesquelles j'ai sans doute échoué, bien sûr. Mais Vous avez des retours positifs ou négatifs de cette opération de rénovation urbaine oui, parce que j'ai d'abord des retours très positifs dans la mesure où on est l'une des opérations de renouvellement urbain les plus citées en France, et citées en exemple parce que on est une des alors c'est pas comparativement à d'autres opérations de renouvellement urbain, celle de Bègue n'est pas la plus importante, hein, loin de là. Hein. Mais c'est une des opérations de renouvellement urbain où on n'a pas profité de l'opération de renouvellement urbain pour chasser les habitants. C'est-à-dire que les habitants sont restés. Hein, il n'y a que quelques familles qui sont parties, qui ont décidé de partir. Si, la plupart sont sur les terrains Lacoste. C'est la même chose, c'est à 300 mètres. Mais les familles... Non, en tout cas pour ce qui nous concerne, on a détruit 275 appartements, on les a reconstruits à l'unité près. En faisant des enquêtes sociales famille par famille, vos familles le savent, donc on n'a chassé personne. Le sentiment que j'ai, c'est qu'on a enlevé quand même une âme à ce quartier, je trouve. Il y avait l'âme du Farge, et l'âme des Terre-Neuve, elle n'a pas encore... Et oui, c'est c'est compliqué de faire le lien. D'abord, et les gens sont encore sur... Nous, on a des jeunes, ils nous parlent d'Yves Farge encore. Des petits jeunes qui ont connu la rénovation. mais si vous voulez, le problème, c'est que Yves Farge avait une identité, mais une identité de repli. Il faut quand même le reconnaître. Et donc, mon boulot, c'était de faire en sorte que ça s'ouvre et que les jeunes d'Yves Farge, comme les familles d'Yves Farge, ne se sentent pas à l'écart de ce qui se passe. Et je pense que c'est que, si vous voulez, on touche du doigt quelque chose. Vous me parliez de... Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Peut-être que ça, on aurait pu le faire mieux. Il y a eu la crise de 2008, ce qui nous a retardé de 2 ans dans l'avancée des travaux. Mais il y a une contradiction qui est insoluble entre le temps politique et le temps de la société. Et pour faire évoluer les mentalités, que les gens se sentent bien, que la grève prenne, c'est sans doute beaucoup plus long qu'on peut le croire. Et ça a été plus long que ce que moi j'imaginais. Moi, j'ai eu des retours de familles qui sont nostalgiques de cette époque-là. C'est vrai que c'était enclavé, il y a des choses négatives, et que la rénovation urbaine a désenclavé, a apporté un tram, un tissu économique. C'est très bien. Mais il y a ces familles qui sont nostalgiques de cette époque où elles étaient... De l'entre-soi. Pas de l'entre-soi, du lien social. Du lien social qu'elles avaient mis en place et qui n'existe plus. Et il y a beaucoup de familles qui sont tristes de voir le quartier aujourd'hui sans âme. Donc nous, avec l'association Collectif Terre-Neuve, justement, notre association a la vocation à investir ces lieux, c'est-à-dire le meeting, le Fellini, montrer qu'aux jeunes, nous aussi on est axés. Mais c'est aussi votre rôle, bien sûr. Et montrer que, et pour faire une âme... Mais voyez, vous parliez tout à l'heure du centre social. Moi je trouve que c'est très bien, d'ailleurs on avait consulté les habitants. Et l'idée au départ, on s'est dit on va faire le centre social ici. Et puis en fait, beaucoup d'habitants qui ont été consultés ont dit finalement il faut peut-être le faire plus loin. Donc on l'a fait à Jean-Lursac qui n'est pas très loin. Mais ça oblige les gens à sortir de leur lieu où ils se... Et en plus, le centre social, ça marche très bien, parce que c'est géré par les habitants, c'est vraiment un... Pour moi, vous voyez, s'il y a des trucs dont je suis fier, c'est par exemple le centre social, parce que je trouve que c'est une vraie réussite. Moi, j'aurais juste, après on passera au plan national, il y aura juste un dernier point que j'aimerais aborder. Nous, on pense que voilà, il y a un essor économique, il y a un pôle économique, il y a des choses qui sont développées sur les Terre-Neuves. Les échos qu'on a des habitants, c'est on nous a vendu ce projet comme étant le nôtre. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à se l'approprier, on se sent un petit peu exclu de ce projet. On a l'impression qu'il y a des choses qui se mettent en place, des vitrines, un tramway, une brasserie, des entreprises, de l'emploi. Et nous, on est un petit peu bave aux lèvres, en train de regarder tout ça un petit peu bouger autour de nous, avec nos difficultés qui sont les nôtres. Et comment on fait aujourd'hui pour s'accrocher à cette évolution? Alors moi, la collective, ce qu'il faut bien comprendre, j'entends ce que vous dites, sauf que vous ne pouvez pas transformer quelqu'un de non qualifié du jour au lendemain en personne qualifiée. Seulement, il n'y a a pas seulement des personnes qui sont non qualifiées, justement. Quand la brasserie des Terre-Neuve s'installe, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'il y a une entreprise qui s'installe, on leur met le pli sur le dos pour leur dire si vous créez des emplois, alors ça dépend quel type d'emploi, hein, on ne peut pas leur positionner des ingénieurs Bac+6, parce que ce n'est pas le profil de personnes qu'on a dans le pli. Mais quand il y a des entreprises qui s'installent, par exemple quand Carrefour s'est installé,
on leur a positionné une quantité de gens avec le pli. Et chaque fois que la brasserie des Terre-Neuve, par exemple, je les avais rencontrés, et il m'a dit, tout à fait par hasard, et le patron me dit, bah, ça y est, je vais m'installer sur la... Hop, je l'ai mis en contact aussitôt avec le pli. Donc des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais je comprends que des gens se disent, nous qu'est-ce qu'on fait? Mais en même temps, il y a des entreprises qui s'installent. Si il y a des personnes, des béglés de Terre-Neuve ou d'ailleurs, qui peuvent être positionnés, on le fait. Et souvent ça marche aussi, il faut bien le reconnaître. Ok. J'aimerais juste qu'on passe au plan national. Certainement, il y aura des questions. La première est même de Karim. Donc vous avez un petit peu voir ce qui se passe au niveau de l'actualité, notamment sur la région parisienne. Donc je voulais justement avoir un petit peu votre ressenti sur les affaires à la fois de Théo et de Adama, si ça vous parle normalement. Ça me parle d'autant plus que je suis... C'est d'abord, évidemment, c'est dramatique. J'enfonce une porte ouverte en disant ça. C'est un lieu commun. Que vous dire? Alors, vous parlez à celui qui, à l'Assemblée nationale, a été le plus actif, avec quelques-uns de ses collègues, sur la question des violences policières. Il faut que vous sachiez qu'après la mort de Rémi Fraisse, à Sivins, le groupe écologiste qui existait encore, puisqu'il a été dissous, puisqu'on s'est fâché, a demandé une commission d'enquête parlementaire sur le maintien de l'ordre, dans le cadre du droit à manifester, de la liberté d'expression. C'est moi qui présidais cette commission d'enquête parlementaire, mais dans une commission d'enquête parlementaire, c'est moins le président que le rapporteur qui a vraiment, non pas le pouvoir, mais qui a le plus d'importance. Le Parti socialiste, le groupe socialiste a refusé que je sois rapporteur parce que je leur faisais peur. Puisque j'ai eu des positions très critiques, comme vous le savez, sur la question de l'impunité policière, en particulier dans les quartiers. Et donc on a auditionné pendant 6 mois, tous les jeudis, des sociologues comme Fabien Jobard, des experts, des institutions, des gens des cités, des zadistes et autres. Et l'idée que nous avions, c'était de dire comment adapter le maintien de l'ordre à la liberté d'expression et au droit de manifester. Et dans le rapport du rapporteur, c'est devenu comment adapter le maintien de l'ordre au droit de manifester, comment adapter le droit de manifester le maintien de l'ordre, le droit de manifester la liberté d'expression au maintien de l'ordre, pardonnez-moi. C'était renverser complètement la pyramide. Donc j'ai voté avec Madame Buffet, qui était dans la commission comme moi, nous avons voté contre. Ensuite, nous avons parrainé une grande enquête menée par des journalistes d'un site en ligne qui s'appelle Reporter, REPORTE2RE, qui est un site écolo, à Nantes, à Rennes, à Paris et à Toulouse, sur les violences policières. Ils ont donc fait un rapport très documenté de toutes les violences policières qu'ils ont pu inventorier. Et ensuite, avec Amnesty International, le syndicat des journalistes, la CGT Police, Sud, nous avons organisé à l'Assemblée nationale une conférence de presse pour présenter ce rapport sur les violences policières, et qui n'a pas eu beaucoup d'écho dans la presse malheureusement. Et dernièrement, nous avons saisi le défenseur des droits sur les violences policières, et donc le défenseur des droits a accepté cette saisine. En tout cas, moi, ce que j'ai demandé, j'avais présenté en 2000 une proposition de loi qui n'a jamais été suivie sur l'interdiction du taser et des flashballs. Et ce que nous demandons toujours, c'est l'interdiction des tasers, des flashballs et des LBD, des lanceurs de balles de défense qui sont extrêmement dangereux. Et nous nous battons sur cette question on voit bien aujourd'hui quel est le problème. C'est que dans les cités, j'aime pas beaucoup cette expression, mais... Ça reste une réalité, oui, quand même, le dire. Dans les quartiers, c'est le harcèlement sur un certain nombre de jeunes c'est un harcèlement qui est évidemment inacceptable, c'est leur demander leur identité, leur contrôle. Et nous demandons, ce qui a été refusé, nous demandons ce qui avait été promis par la gauche dans sa campagne présidentielle et législative, c'est-à-dire le récépissé en cas de contrôle d'identité. C'est ce qui m'a valu d'être traité par M. Valls à l'occasion d'une question au gouvernement qui était très dure.
Monsieur Mamère, vous n'avez rien compris à la gauche et vous n'avez rien compris à la France. Mais justement, vous n'avez pas cette sensation que c'est un combat sans fin qui va nous... Non, c'est pas un combat sans fin parce que Il a justement fallu qu'il y ait un jeune qui se soit fait, on connaît l'histoire, qui se soit fait violer, entre guillemets. Absolument, c'est pas le seul. Il est pas reconnu, hein. On se bat pour que justement que les faits soient reconnus, Nous sommes d'accord. alors que tout est avéré, quoi, physiquement. Écoutez, j'étais avec mon épouse dimanche, place de la République, à la manifestation pour Adama et pour Théo. Et je fais partie de ceux qui demandent que justice soit faite et que cette famille en plus est exemplaire, la famille de Théo. C'est vraiment des gens d'une grande, enfin je sais pas, d'une grande élégance, enfin d'une... Vous pensez que les choses peuvent réellement changer à ce niveau? Bah, si la droite passe, non, ça ne changera pas. Si la gauche Si la gauche passe, j'espère qu'elle sera à la hauteur de ce qu'elle dit. Et pourtant, c'est sous le mandat de la gauche, quoi. Et justement, on entend souvent que le gouvernement de gauche a une politique de droite. C'est exactement ce que je lui reproche. C'est la raison pour laquelle je ne me considère plus dans la majorité, déjà depuis un bon moment, et que sur ces sujets-là, j'ai attaqué la gauche. Je faisais partie des 6 députés, on n'étions que 6, qui le 19 novembre 2015 ont refusé la première prorogation de l'état d'urgence. Et j'ai voté en juin 2015, contre une loi que personne n'a vu passer, qui s'appelle la réforme du Code de procédure pénale, qui fait qu'aujourd'hui, le juge judiciaire, qui est le garant de nos libertés, il passe derrière le policier, le préfet et le procureur. Et on a fait passer dans le droit commun des dispositions d'exception qui sont de l'ordre de l'état d'urgence. Moi, je dis que les Français, un jour, vont se réveiller avec la gueule de bois, et ça, c'est la gauche qui l'a fait. Et je trouve ça absolument abominable. Et la droite également. Bien sûr, mais l'une des dernières lois qu'a voté ce gouvernement, contre laquelle nous nous sommes battus, c'est une vieille revendication d'une partie de la police, c'est ce qu'on appelle la présomption de légitime défense, qui permet finalement à des policiers, c'est ce qu'on appelle nous le permis de tuer. On s'est battu contre ça. Donc si vous voulez, je suis atterré de voir où en est arrivée la gauche. Et c'est la raison pour laquelle La gauche ou la France? Bah c'est les deux. C'est d'abord la droite, c'est d'abord la gauche qui a marché sur les brisés, sur le chemin ouvert par Sarkozy, et toutes ces lois contre lesquelles je me suis battu à l'époque. C'est ça qui est dingue. Les 4 qui étaient le plus souvent dans l'hémicycle pour combattre les lois Sarkozy, c'était Montebourg, Valls et Julien Drey et moi. Voilà ce qu'ils sont devenus. Montebourg, très bien. Valls, c'est quand même lui qui a été à l'origine de toutes ces lois qui sont dans la lignée du populisme pénal de Sarkozy. Et Julien Drey, il est le soutien d'une politique que je condamne. Donc on va passer à un autre sujet, mais en lien avec toujours avec la discrimination. Je voudrais savoir ce que vous pensez par rapport au testing de Myriam El Khomri sur la discrimination à l'embauche au nom de famille. On a vu qu'elle avait fait justement un testing où elle a testé plusieurs entreprises de France avec des grands groupes. Hein. Ouais, des grands groupes de France avec des CV, des CV identiques, mais avec des noms différents, noms à consonance maghrébine et des noms à consonance. On sait ce qui s'est passé, évidemment. On a vu que 30% justement des entreprises pratiquaient une discrimination au nom à l'embauche. Par rapport à ça, déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce résultat? Je ne peux que condamner cette attitude. On est dans un pays. Comment vous dire? Moi, ça fait très longtemps que j'explique que tant qu'on ne sera pas revenu, on n'aura pas fait le bilan et qu'on ne sera pas revenu jusqu'au bout sur la période de la colonisation, on aura toujours un problème. Et donc je pense qu'il y a des traces très importantes. Je ne suis pas d'accord pour dire ce qu'a dit Macron, crime contre l'humanité, parce que c'est un qualificatif juridique très précis. Mais oui, il y a eu des massacres, oui, il y a eu des paysans déportés, oui, il y a eu des tortures. La France s'est comportée d'une manière indigne. Il y a des gens qui ont été traités d'indigènes, qui n'avaient même pas le droit à un statut reconnu. Leurs enfants, leurs petits-enfants sont les héritiers de tout ça. Et la France a toujours eu un problème à reconnaître les méfaits, et plus que les méfaits, les dégâts de la colonisation. Eh ben, on le retrouve aujourd'hui avec ces noms qui sont une barrière pour certains d'entre vous, parce que vous appelez Céline et pas Daniel ou Noël
ou vous appelez Luc, donc c'est peut-être, vous prénommez Luc, c'est peut-être plus facile, mais je trouve ça scandaleux, effectivement. Et je pense que ces entreprises-là devraient, c'est une forme de délinquance, en fait. Sachant qu'ils n'ont pas été sanctionnés. Il faudrait qu'elles soient sanctionnées, bien sûr. Justement, nous on parle en tant que Français lambda, entre guillemets, vous qui êtes haut représentant politique, qu'est-ce qui serait possible de faire dans le cadre légal pour justement pouvoir empêcher ça? C'est très compliqué. Dans le cadre légal, il faudrait qu'il y ait des sanctions, une pénalisation de cette délinquance. C'est-à-dire que des entreprises qui font de la discrimination soient condamnées, et condamnées lourdement à des grosses amendes, Comment on le fait pour le logement social? par exemple. Mais c'est très difficile. C'est très difficile, justement, ça c'est vraiment C'est quelque chose de vraiment très difficile. Ouais. Vous savez, je vous donne un autre exemple de la manière. D'abord, c'est très difficile de prouver qu'il y a eu discrimination, parce qu'ils trouveront toujours un prétexte pour vous dire oui, mais celui-là était meilleur, celui-là a une meilleure formation, à Nous, on en l'entretien. connaît qui ont été victimes Mais bien sûr. de discrimination. Mais moi, je connais des. Alors, vous connaissez très bien, et je suis devenu depuis très, très proche de lui, Bouzid Khalaf. Ouais. Bouzid, il a été victime de racisme dans son entreprise. Il a fait une dépression, il a été obligé de partir. Non, il n'a pas été discriminé à l'embauche, il a été embauché, et après, il a été l'objet de discrimination au sein de son entreprise. Alors, les discriminations, elles ne sont pas que raciales. Hein. Les discriminations, elles sont aussi. Ou autre, oui, Absolument, bien sûr. il Social, faut bien aussi sûr. le dire. Oui, hein. oui, bien sûr. Ce qui est mal, c'est quand je vois un jeune aujourd'hui qui a fait Bac+5, ses parents l'ont encouragé à faire des études, il est allé à un haut niveau, et qui se retrouve confronté à ce plafond de verre après avoir donné autant d'efforts. C'est-à-dire que c'est pas la discrimination du jeune qui, j'ai rien contre les jeunes qui font des bacs ou des BEP, c'est pas ça. C'est qu'on s'est donné à fond pendant des années. Et on se rend compte, en fait, au final, c'est quoi? C'est juste qu'on n'a pas le capital, on a le capital culturel, on l'a, mais on n'a pas le capital social. Et parce que c'est une question de réseau. Parce qu'on vous considère en quelque sorte, je vous allais dire que le mot que j'emploie est fort, mais je l'emploie, c'est un étranger de l'intérieur. On vous considère comme des étrangers de l'intérieur. D'ailleurs, que disent la plupart des gens quand ils évoquent ces situations? Ils disent mais il faut qu'ils s'intègrent. Mais excusez-moi, vous êtes intégrés, vous êtes français, vous êtes nés français. Attendez, vous n'avez pas besoin d'être intégrés, vous êtes pleinement intégrés. Et donc c'est un vrai problème de société que je ne suis pas le seul à pouvoir résoudre. Je veux y apporter ma part, vous le savez, je le fais depuis longtemps. Mais je comprends très bien que ça puisse nourrir un sentiment d'humiliation. Et derrière le sentiment d'humiliation, il y a forcément de la haine. Et de l'inquiétude aussi, beaucoup d'inquiétude. Et bien sûr, bien sûr. Et j'ajouterais juste une dernière chose, c'est que c'est ces personnes qui sont victimes de discrimination, qui ont fait des études, ça pousse même plus les jeunes derrière à faire des études. Oui, parce qu'ils voient les grands frères, bien sûr. Exactement, et ça Bien c'est sûr. encore plus dramatique, du coup on se tire. Non, mais c'est un cercle vicieux. Je pense que l'un des maux principaux de la société aujourd'hui et de la situation politique dans laquelle on se trouve, avec ces gens qui, regardez ici à Bègle, des gens où le Front National a fait 12,5%. Les gens qui ont fait campagne ici, on ne les a jamais vus parce qu'ils n'habitent pas Bègle, ils ne savent même pas où est Bègle. 12,5%. Et vous regardez les bureaux où le Front National a fait les scores les plus élevés. C'est dans les bureaux où le Parti communiste est le plus fort. C'est-à-dire des gens qui étaient des ouvriers, qui croyaient à des valeurs qui ont complètement changé. Il y a une élite qui vote FN, je pense, aujourd'hui. Oui, bien sûr, il y a une élite qui vote FN. Et donc, si vous voulez, c'est ça le mal principal de la société française, c'est ce mal des discriminations, de cette inégalité criante entre une partie de la population française et l'autre. Une qui est inclue et l'autre qui est exclue. On va terminer sur ça, merci beaucoup. Pour rester un petit peu dans le thème des discriminations, mais on va parler un petit peu de diversité. Ce qui revient le plus, et ce serait une question qui est très importante, comment pourriez-vous expliquer le manque de représentativité et de diversité au sein de la politique ici en France? Je vous l'ai expliqué il y a quelques instants quand vous m'avez demandé pourquoi je quittais la politique. Eh bien parce qu'effectivement, le personnel politique, il n'est que le reflet de l'état d'une société. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas le reflet de la diversité sociale de notre pays. Quelqu'un qui est obligé de se battre pour être reconnu, il dépense beaucoup d'énergie. Cette énergie va la dépenser pour être reconnu en tant que tel et pour essayer d'arriver à progresser dans la vie. Et il ne va pas avoir le temps de consacrer ça à l'action publique. Parce que pour faire de la politique, c'est souvent les gens qui arrivent en politique, sans doute des gens comme vous, je l'espère pour vous, sont des gens qui sont impliqués dans le milieu associatif, puis qui se disent il faudrait peut-être que j'aille encore un petit peu plus loin.
On peut avoir le goût de rester dans le milieu associatif, mais aussi avoir le goût de la politique. Et la politique, c'est quelque chose de noble, pas quelque chose de pourri. Mais aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, c'est très difficile parce que vous avez tellement d'autres problèmes. Mais je le dis pour vous, mais aussi pour les femmes. Pourquoi il y a si peu de femmes ? Parce qu'elles ont souvent deux vies, si je puis dire, en sortant de chez elles. Souvent, de leur boulot, il faut qu'elles s'occupent de leur... Maintenant, les jeunes couples, fort heureusement, sont différents. Je vois mon fils qui a 33 ans, il participe beaucoup à la garde de ses enfants. Mais c'est très bien, mais il faut faire... D'ailleurs, c'est les écologistes qui avaient fait passer dans la Constitution la nécessité de la parité. C'est une forme de discrimination positive. Hein. Qu'est-ce que ces lieux de concertation, en tout cas ces lieux de concertation politique, où nous on a déjà fréquenté ces lieux de concertation politique, on a vécu à l'intérieur, on y a été pour la plupart, on a essayé de y rentrer, c'est des lieux qui sont pour nous, notre part en tout cas, très communautaires. Est-ce que le mot est fort pour vous ? Qu'est-ce que vous appelez Moi, quand je rentre dans des lieux, en tout cas, pour avoir été invité, par exemple, sur les vœux politiques de chaque parti politique, ici à Bègle, ou peu importe, mais c'est des lieux où je retrouve quand même un manque de diversité. Et j'ai l'impression de ressentir à chaque fois et de voir qu'on a affaire à des hommes qui ont de plus de 65 ans, blancs en partie, mais à peu près quoi, mais je veux dire à 50 ans oui. Mais je retrouve beaucoup moins de jeunesse, beaucoup moins de diversité. Et vous l'expliquez comment ça ? Je trouve que votre expression est très intéressante. Parce que vous venez de dire, quand je vais dans ces lieux politiques, c'est communautaire. Alors que c'est à vous qu'on reproche d'être communautariste. C'est vous qui avez raison. Alors il y a du communautarisme aussi, il ne faut pas non plus nier, qui est une manière d'ailleurs de se replier, de se conforter par rapport à la difficulté qu'on rencontre. Et c'est contre ça qu'il faut lutter aussi. Mais évidemment que le milieu politique, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup d'hommes, peu de femmes, peu de diversité. C'est de l'entre-soi. Oui. Et la politique, elle crève de ça. Elle crève de cette absence de diversité. Parce qu'elle n'est pas nourrie par du sang neuf. Luc, je voulais rebondir justement encore sur la discrimination. On n'a pas eu trop le temps d'aborder un sujet puisqu'on est assez pressé par le temps. Justement, vous avez parlé de parité des sexes et de discrimination positive. On a pu le voir aux États-Unis avec qui ont mis en place une Affirmative action. Voilà, qui ont mis en place la discrimination positive. Et on a pu constater entre 1971 et 2002 que justement des Afro-Américains ou les Hispaniques il y avait une augmentation entre 3 et 4% des Hispaniques et des Afro-Américains qui avaient obtenu des postes à responsabilité justement grâce à cette discrimination positive et que beaucoup plus de jeunes avaient pu intégrer des universités et que ça s'est découlé par quelque chose d'assez positif. Vous, par rapport à cela, quel est votre position ? Oui, d'abord, il ne faut pas comparer la société française et la société américaine parce que oui, il y a des Afro-Américains, fort heureusement, qui sont dans des responsabilités très importantes. Il y a une bourgeoisie afro-américaine, il y a des intellectuels afro-américains de très grande qualité. Mais les Afro-Américains, ils souffrent quand même beaucoup. Il suffit de regarder le comportement de la police. Et qui est en prison ? Je connais bien les États-Unis pour m'y être intéressé à cette situation. Pour un blanc, il y a 8 blacks en prison. Donc il faut voir aussi quelle est cette réalité. De la discrimination positive, il y en a en France. Quand vous faites par exemple des quartiers politiques de la ville, quand vous faites des zones, des ZEP, c'est de la discrimination positive. Mais elle n'est, pour moi je suis tout à fait favorable à la discrimination positive et à mettre en place des outils. Il y a quelques expériences trop rares qui sont menées par exemple à Sciences Po Paris. Dans certains endroits, mais on est encore loin du compte sur la discrimination positive. Je ne suis pas sûr qu'on soit obligé d'arriver à un point à le faire avec un niveau aussi formel qu'ils l'ont fait aux États-Unis d'Amérique. Parce que nous, là... Vous ne pensez pas justement que ça pourrait, comme l'a évoqué mon ami ici, qu'on perd cette confiance en la politique, on perd cette confiance en nos représentants, on perd confiance au pays, envers le président, on perd confiance à la droite, à la gauche. Est-ce que justement cette mesure assez drastique qui est la discrimination positive, cette règle assez forte, cette loi assez forte, ne pourrait pas justement dire on nous regarde, enfin on nous donne... Mais vous ne pouvez pas appliquer la discrimination positive à un parti politique. Les partis politiques aujourd'hui sont condamnés
à payer des fortes amendes s'ils ne respectent pas, par exemple, la parité homme-femme. Maintenant, ça, c'est acquis pour tous les partis politiques. Leur demander de recruter dans leur rang des hommes ou des femmes parce qu'ils sont africains ou maghrébins, c'est pas possible. On peut pas demander ça. Parce que je trouve que c'est d'abord discriminatoire et ça veut dire que notre pays serait quand même très malade si les partis politiques ne sont pas capables d'intégrer des personnes. Mais il est malade, puisque vous n'y arrivez pas. Mais ça, c'est un combat. Mais ça, c'est un combat qu'il faut mener avec notre aide, bien sûr. Mais c'est pas par des lois, c'est par des conquêtes. Aujourd'hui, on laisse la place. Il y a les deux partis, bon je parle de partis, c'est l'abstentéisme et le Front National qui ont la cote aujourd'hui en France. Comment on en est arrivé là en fait? On en est arrivé là parce que les partis politiques se sont montrés totalement hors sol, si je puis dire, c'est-à-dire ne voyant pas la réalité de la société, pratiquant l'entre-soi, et puis pour beaucoup qui se sont présentés devant les électeurs sur des promesses qu'ils n'ont pas tenues, avec de très fortes déceptions. Donc, je reviens à mes cours d'éducation civique à l'époque, quand j'étais au lycée, au collège, on nous parlait des hommes politiques, on voit comme des personnes exemplaires, la police, et quand aujourd'hui le jeune il allume sa télé, il voit que la police viole, que François Fillon ou d'autres prennent de l'argent dans les poches de l'État. Comment les plus jeunes ils peuvent croire aujourd'hui? On est bien d'accord, mais il n'y a pas que les plus jeunes qui sont choqués. Oui, mais je parle des plus jeunes. C'est pas un modèle de société, parce que bien les sûr. plus jeunes, ils sont là, ils sont plus naïfs et ils sont plus dans un idéal. Je parle bien évidemment les plus grands également, mais aujourd'hui il y a un mal-être. C'est on est tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, comme vous avez pu le constater, jamais une élection présidentielle n'a été aussi incertaine. Jamais. On se demande même si, finalement, Marine Le Pen ne serait pas en capacité de dépasser son plafond de verre et de pouvoir être présidente. On va essayer de terminer sur ça. On va passer sur le dossier international. Il y aura deux questions pour terminer. La première, Iman de Karim, je t'en prie, vas-y. Ouais, au niveau international, donc je sais que vous êtes plutôt un représentant national, entre guillemets. Juste, nous, on se tient au fait un petit peu de ce qui se passe dans le monde, forcément. Et donc, j'aurais voulu avoir votre ressenti sur ce qu'on appelle les Rohingyas en Birmanie. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, je connais très bien. J'aurais voulu savoir, on aurait voulu savoir du moins, comment ça se fait que leur situation n'interpelle pas, si vous voulez, la communauté internationale, tout en sachant ce qui se passe là-bas, parce qu'on a l'occasion aujourd'hui, en 2017, l'information, ça va. Alors, je vais vous répondre déjà par vous dire que je suis heureusement étonné que 4 jeunes gens de Bègle m'interrogent sur les Rohingyas, parce que je n'imaginais pas une seconde que ça vous concernerait, que ça vous intéresserait. Vous n'étiez pas né, mais à la télévision, j'ai fait une émission consacrée aux droits de l'homme qui s'appelait Résistance, où j'allais voir les victimes plus que les bourreaux. Donc je me suis beaucoup intéressé à beaucoup de minorités dans le monde pour les faire connaître et pour faire connaître leurs causes, ce qui n'a malheureusement, dans bien des cas, pas beaucoup changé leur situation. Il y a la situation des Rohingyas, mais il y a 1000 autres minorités qui aujourd'hui sont brimées, sont spoliées, on les prive de leurs terres, assassinés, déportés. Et vous voyez bien que ce sont des espèces de terrain incognita de la planète, parce que il y a d'autres problèmes que l'on considère comme plus importants, et tous ces gens-là, on les oublie. Vous allez en Éthiopie chez les Oromos, ils sont aujourd'hui poursuivis. Vous allez chez les Karen en Birmanie, qui sont aussi une minorité qui est pourchassée. Vous allez chez les Bahïs en Iran. Vous estimez que ce sont des zones qui sont médiatiquement qui sont pas couvertes? Qui ne sont pas couvertes médiatiquement, tout simplement. Et uniquement ça. Parce que les Rohingyas, ça n'intéresse personne. En plus, les Rohingyas, ils n'ont pas de chance, parce qu'ils sont à cheval sur la Birmanie et sur le Bangladesh. Je connais parce que j'ai fait 2 émissions au Bangladesh déjà, de résistance. Moi j'avais une question, ce n'est pas décourageant pour vous qui défendez des valeurs de vivre ensemble, de voir qu'aujourd'hui en France, le Front National nous guette en quelque sorte, le populisme en Europe il a la cote, commence à avoir la cote dans certains pays, et qu'on cède
le pays le plus important des États-Unis a un homme, Donald Trump. Très inquiétant. Bien sûr que je m'inquiète. Et c'est pas parce que j'abandonne mes fonds. Est-ce que vous avez de l'espoir, surtout pour l'avenir? Écoutez, j'ai toujours pensé, dans le journaliste c'est pas pareil, mais la politique, quand on s'engage dans la vie politique, c'est parce qu'on pense qu'on a plus de raisons d'espérer que de désespérer de l'humanité. Donc j'ai plus de raisons d'espérer de l'humanité, même si elle me désespère souvent. Mais je crois que l'homme n'est pas suicidaire. Et que les sociétés ne sont pas suicidaires, même si certaines ont disparu, comme les Aztèques, et qui avaient en fait un comportement suicidaire. Mais je pense que les hommes, ils ont envie de vivre, ils ont envie de survivre, ils ont envie de se reproduire, et ils n'ont pas envie de disparaître. Donc, est-ce qu'ils se réveilleront trop tard? Je ne peux pas vous le dire. Mais moi, je fais partie de ceux qui vont continuer à se battre aussi longtemps qu'ils auront de l'énergie pour que l'homme reste debout et pour qu'il soit conforme à une certaine idée qu'on peut se faire de ce qu'on appelle l'humanité. Donc, mais je suis très inquiet, évidemment. Regardez tout autour de nous, Orban en Hongrie, le Brexit, l'Allemagne qui connaît maintenant une recrudescence des fascistes. Et vous allez dans plein de pays comme ça. Et puis Trump aux États-Unis. Vous avez l'impression que c'est en train de se détruire. Oui, mais en histoire, il n'y a pas de fatalité. C'est ça qu'on apprend. Il n'y a pas de fatalité en histoire. L'histoire n'est pas écrite. C'est nous qui l'écrivons. Elle n'est pas écrite par d'autres. Elle est écrite par nous. Donc elle est ce qu'on en fait. On vous pose une dernière question. Oui. On termine sur ça, monsieur Mamère. D'après vous, pensez-vous que la France détienne une quelconque légitimité pour intervenir dans des pays souverains? Non, bien sûr que non. Pourquoi le Bien sûr que non. J'ai été un des rares députés, et on m'est tombé dessus à bras raccourcis quand j'ai dit que nous n'avions rien à faire au Mali. Et que si on intervenait au Mali, eh bien on allait se retrouver dans un bourbier. Voilà, 3 ans après, on y est toujours. Juste pour répondre à votre réponse, alors j'ai envie de vous poser la question, mais aujourd'hui concrètement, à quoi sert l'ONU? À quoi sert, pardon? L'ONU. Eh bien justement, on a le sentiment que c'est un outil qui... Ça sert quelque chose réellement? Ça devrait, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas le détruire, mais il faut le réformer. Bien sûr. Il faut, par exemple, arrêter, en finir avec ce droit de veto qui empêche toute possibilité à l'Organisation des Nations Unies d'intervenir dans des situations compliquées, qui permet à la Russie ou à la Chine d'exercer son veto, notamment sur les questions sur la Syrie, par exemple. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la Syrie. Donc oui, il faut réformer l'ONU, c'est ce que nous demandons les écologistes depuis très longtemps. Leur donner plus de pouvoir ou... Oui, lui donner un plus de pouvoir et surtout lui donner la possibilité d'intervenir là où c'est nécessaire, en supprimant le droit de veto et en réformant le Conseil de sécurité de l'ONU, où devrait être représentée par exemple l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas. Monsieur le maire, merci beaucoup en tout cas. On était ravis de vous rencontrer, que vous acceptez notre invitation à nous, le collectif Terre-Neuve. Quelques mots peut-être pour votre ressenti sur... D'abord, vous remercier pour la qualité de vos questions, pour la qualité de la préparation de votre interview. C'est un vieux journaliste qui vous le dit. Et puis vous dire, vous le savez, que je suis toujours un maire heureux. Je resterai toujours un maire heureux même quand je ne serai plus maire. Mais aujourd'hui, dans l'exercice de mes fonctions, quand j'échange avec vous et que je vous vois, que je vous ai vu grandir, vous épanouir, devenir adulte et responsable, avoir envie de vous mêler de ce qui vous regarde. Et j'espère que demain, l'un d'entre vous, pourquoi pas, sera à ma place ou à la place du député et que vous allez continuer à vous impliquer dans la vie de la cité. On a besoin de vous. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous.